Dans les années 30, en pleine Grande Dépression, l'Amérique était en proie à la misère et au désespoir. Mais au milieu de cette obscurité, une légende est née. Une légende faite de braquages audacieux, de courses-poursuites effrénées et d'un amour passionnel qui a défié la mort elle-même. Voici l'histoire de Bonnie et Clyde, deux jeunes gens qui ont choisi de vivre dangereusement et de marquer à jamais l'histoire américaine. Préparez-vous à plonger dans le monde impitoyable de ceux des amants criminels, devenus des icônes de la culture populaire. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter pour le référencement et ça aide la chaîne à évoluer. Leur histoire est un mythe. Bienvenue dans la balade tragique de Bonnie et Clyde. L'Amérique des années 1930, une époque de désespoir et de révolte. La Grande Dépression avait laissé des millions de personnes sans emploi, la faim rôdant dans les rues et les rêves s'évanouissant dans la poussière des plaines. C'est dans ce contexte de misère que Bonnie Parker et Clyde Barrow ont vu le jour, deux âmes brisées qui allaient devenir le symbole d'une génération désespérée. Bonnie Elizabeth Parker naquit le 1er octobre 1910 à Rowena, au Texas. Son enfance fut marquée par la perte de son père alors qu'elle n'avait que 4 ans. Sa mère Emma déménagea avec ses 3 enfants à Cement City, une banlieue industrielle de Dallas, où Bonnie grandit dans la pauvreté. Malgré les difficultés, Bonnie était une jeune fille brillante et talentueuse. Elle excellait à l'école, remportant des prix en orthographe, en écriture et en art oratoire. Mais la vie lui réservait bien d'autres chemins. Son cœur aspirait à l'amour, à l'aventure et à l'évasion d'une existence monotone. Clyde Barrow, quant à lui, vit le jour le 24 mars 1909 à Tellico, au Texas. Il était le 5e d'une fratrie de 8 enfants. Issu d'une famille de paysans pauvres, ses parents Henry et Cummy Barrow luttèrent pour survivre dans un monde où la prospérité était un mirage. Clyde, dès son plus jeune âge, fut confronté à la dure réalité de la pauvreté et de l'injustice. Il développa une âme rebelle, un désir ardent de changer son destin et de défier les règles d'un système qui semblait l'avoir abandonné. Clyde n'a jamais oublié ses 3 premiers jours à West Dallas. La seule pensée de vivre en présence d'adultes le rendait malade. Contraint de vivre sous un viaduc pendant des jours avec encore plus de familles car ils étaient pauvres. La famille Barrow avait laissé derrière elle les champs de coton de Tellico et était venue à Dallas avec les 8 enfants dont Clyde était le 5e pour y chercher du travail. Après quelques semaines, Henry Barrow a pu trouver un travail dans une station-service. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ils avaient maintenant un logement, une maison d'une pièce avec une façade sous la publicité Dr Pepper. Cummy Barrow, la mère, était aux anges avec le nouveau travail de son mari. Maintenant, les enfants pouvaient enfin aller à l'école Cedar Valley. Clyde et son frère Ivan, dit Buck, séchaient parfois les cours et allaient s'asseoir avec les autres enfants dans les quartiers défavorisés de Dallas. Pendant que les garçons faisaient l'école buissonnière, une jolie fille se promenait à l'école secondaire de Cement City, attirant toute l'attention des garçons. Bonnie Parker était très bonne élève selon ses professeurs et on la voyait souvent le dimanche à l'église avec sa mère et sa grand-mère. La seule chose qui selon sa mère causerait des problèmes à Bonnie était le garçon qui la raccompagnait chez elle tous les jours, Roy Thornton. C'était l'un des mauvais garçons. Personne, pas même sa propre mère, n'a donc été surpris que Bonnie ait quitté l'école à 16 ans et se soit enfui. Clyde et son frère Buck ont également quitté l'école pour passer les journées à dormir et à traîner avec des groupes dans les salles de billard. Ils s'ennuyaient et brisaient des vitres et volaient de temps en temps des sacs de bonbons. Un jour, les terribles Barrow, comme les voisins les appelaient, le duo ont volé une vieille voiture et ont roulé avec sur le boulevard. Ils voulaient de l'argent et ont décidé de cambrioler un magasin, le Motormark Garage. Le butin, lui, a été rapidement et facilement récupéré et partagé sur la banquette arrière de la voiture. Mais une voiture de patrouille de police qui passait les avait déjà suivis. Buck a percuté un lampadaire avec la voiture. Clyde s'est échappé, mais Buck a été arrêté. Il a dû purger quelques années à la prison d'État de Huntsville. Clyde, cependant, n'a pas appris de cette erreur. Le lendemain soir, il a cambriolé d'autres magasins à Waco avec des amis. Du côté de Bonnie, Roy, son mari, a également été condamné à une longue peine de prison, à la même époque que Buck. Bonnie, elle, est retournée chez sa grand-mère et est devenue serveuse quelque part au milieu de Dallas. Elle était très en colère contre Roy. Elle l'avait souvent averti. « Fais attention », disait-elle.
Avec son nouvel emploi, le service était un travail difficile. Il y avait beaucoup d'hommes désagréables et flirteurs dans le restaurant. Mais un policier, était toujours très gentil et disait toujours bonjour. Personne ne pouvait alors savoir qu'il serait l'un des policiers qui la tuerait d'une balle 5 ans plus tard. En 1929, Bonnie et Clyde ont tous deux vu le pays sombrer dans la Grande Dépression, le crash boursier de Wall Street. De nombreux magasins de Dallas ont fait faillite et les gens se sont massivement déplacés vers d'autres régions des États-Unis pour recommencer. Clyde, lui, pendant ce temps, continuait à terroriser les petites boutiques et à commettre des braquages. Le corps de la police savait qu'il était derrière tout ça, mais il n'avait pas assez de preuves. Il fallait maintenant, dès qu'ils auraient une preuve, l'arrêter immédiatement sans que Clyde en soit conscient. Clyde avait appris qu'une sœur d'un de ses copains était tombée dans l'escabeau et s'était cassé le bras. Il pensait qu'une visite lui ferait du bien et s'y rendit. Arrivé là, après une petite conversation, il demanda ce que c'était que ce bruit dans la cuisine. Sur quoi la jeune fille dit « C'est une amie à moi. Elle est en train de préparer un chocolat chaud. » Ce fut le coup de foudre pour tous les deux. Oubliant presque leur amie commune, ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit. Ce soir-là, ils se virent quotidiennement à partir de ce jour, pendant les mois suivants. Bonnie, folle amoureuse, oublia sans difficulté son mari et monta même dans la voiture du gang pendant que Clyde et ses amis braquaient des magasins. Le 12 février 1930, Clyde apprit que des hommes sombres au long menton noir le cherchaient à Dallas. Clyde le dit à Bonnie et lui raconta son passé criminel avant qu'il ne la connaisse et qu'il ferait mieux de quitter la ville. Il lui promit de la tenir au courant par carte postale. Bonnie, elle, promit de l'attendre, quel que soit le temps que cela prendrait. Ce soir-là, pendant qu'il faisait ses bagages, Clyde fut arrêté. Clyde passa ses journées à Waco attendant son procès. Bonnie lui envoya les lettres, mais trouva la distance entre eux beaucoup trop grande et déménagea chez sa nièce Mary à Waco. Lors de ses visites à Clyde, elle parlait aussi avec son compagnon de cellule, Turner. Il lui dit qu'il serait bientôt transféré dans une autre cellule pour y purger le reste de sa peine, une longue période, à moins qu'il ne puisse s'échapper. Mais pour cela, ils avaient besoin d'une arme. Il dessina un itinéraire pour Bonnie jusqu'à chez lui où se trouvait un fusil. Si Bonnie pouvait le lui faire passer en contrebande, il emmènerait également Clyde avec lui. Avec Mary, ils allèrent directement à la maison, forcèrent l'entrée et trouvèrent le pistolet. Le lendemain, elle cacha le pistolet dans son sac et le fit passer à Clyde sous le regard des gardiens. Il lui donna des instructions pour retourner à Dallas et l'y attendre. Pendant le procès, Frank apprit qu'il devait purger 20 ans pour ses actes. Ensuite, lorsque Frank fut ramené dans sa cellule, où Clyde se trouvait également, Frank pointa le pistolet sur le gardien qui, effrayé et surpris, fut contraint de prendre la place des deux hommes dans la cellule. Et c'est ainsi que Frank et Clyde s'évadèrent. Évidemment, Bonnie comprit bien que Clyde ne rentrerait pas directement à la maison car la police grouillait dans la rue, partout à Dallas. Pendant ce temps, Frank et Clyde s'enfuient vers l'Illinois, où ils commirent de nouveaux braquages de stations-service et volèrent des voitures. L'écrivain E.R. Miller écrivit dans son livre The Life and Time of Bonnie and Clyde, Clyde volait des plaques d'immatriculation et les changeait fréquemment, une pratique qu'il utiliserait abondamment plus tard. Il utilisa cette technique à chaque fin de braquage, car après avoir pillé un train, un passant avait retenu le numéro de la plaque d'immatriculation et furent arrêtés peu de temps après par la police et ramenés à la prison de Waco, au Texas. Clyde fut condamné à 14 ans et fut transféré à la ferme pénitentiaire d'Eastham numéro 2 à Huntsville, Texas. Clyde fut battu plusieurs fois par des gardiens et V plusieurs fois par des détenus. Une fois par an, on pouvait recevoir des lettres. Bonnie écrivait qu'elle l'attendait toujours et lui donna du courage. Kemi, la mère de Clyde, avait beaucoup de mal. Clyde lui manquait. Un juge sympathique ferait pour elle ce qu'il pouvait. Des semaines passèrent jusqu'à ce que la bonne nouvelle arrive. En raison de la situation financière désastreuse des Barrow, il fut libéré dans 2 ans. Clyde voulait encore faire quelque chose pour accélérer sa libération. Il convainquit ses condétenus de se couper 2 orteils. Ça a marché, on a eu de la peine pour lui. Le 15 février 1932, il sortit de prison en riant. Clyde recommençait immédiatement à voir Bonnie et leur amour s'intensifia. Ils avaient maintenant une nouvelle vision. À partir de maintenant, ils prendraient tout ce qu'ils avaient besoin, de l'argent, tout.
Bonnie repartit avec Clyde et ses amis. Ils allèrent braquer les magasins de bricolage à Kaufman, dans le Texas. Ce fut le début d'une longue série de braquages. Bonnie trouvait cela magnifique et aventureux. Elle le faisait pour le plaisir et la romance. Bonnie servit de guetteur ce soir-là à Kaufman. Elle vit comment 3 hommes, dont Clyde, entrèrent armés. Elle entendit l'alarme se déclencher et entendit Clyde lui dire de monter dans la voiture. Ils partirent. Clyde rangea rapidement l'argent dans le sac de Bonnie et lui ordonna de sortir et de louer une chambre pour la nuit. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle fut poussée hors de la voiture. Elle retourna en ville et trouva terrible d'être ainsi rejetée. Les garçons ne voulaient pas d'elle parce qu'elle était une fille. Le 30 avril, Clyde et un de ses amis, Hamilton, ont cambriolé une pharmacie. Ils ont sorti le pharmacien et sa femme de leur lit, mais l'homme a protesté. Hamilton lui a tiré dessus. En une seconde, Clyde et Hamilton étaient devenus des assassins. Clyde savait maintenant que s'il était arrêté, il serait condamné à la prison à vie ou à la peine de mort. Il a donc fait le choix de rester en fuite et a demandé à Bonnie si elle le soutenait et l'accompagnerait ou si elle préférait rester seule. Évidemment, elle lui répondit par un sourire et une étreinte. Elle lui promit de le soutenir jusqu'à la fin. Après un braquage en Oklahoma, où une autre personne est décédée et où un ami de Clyde a été laissé pour compte, Bonnie, Clyde et Hamilton se sont dirigés vers le Nouveau-Mexique où vivait la tante de Bonnie, Nettie. Un agent de police de passage, qui trouvait étrange qu'une voiture avec des plaques d'immatriculation du Texas soit garée et soupçonnait que cette voiture-là avait été volée. Il a sonné à la porte et il a été accueilli par le pistolet de Clyde. Clyde l'a forcé à monter dans la voiture, Bonnie et Hamilton sont venus avec. Des jours plus tard, l'agent n'avait toujours pas été retrouvé par la police. On s'attendait à ce qu'il soit mort. Il a appelé de San Antonio, au Texas, où ses ravisseurs l'avaient libéré, sain et sauf. Ils avaient fait en sorte que le monde fasse connaissance avec Hamilton et le duo dangereux. Ils lui avaient dit leur nom avec fierté, Bonnie and Clyde. Clyde, lui, était trop conscient de sa position. Une fois arrêté, il serait foutu sur une chaise électrique. Et pour cette cause, il devint encore plus furieux, alors qu'il savait quelque part que c'était mal. Il était dans le même état lorsqu'ils ont attaqué le supermarché de Sherman au Texas. Il pleurait, son pistolet à la main, lorsqu'il a appuyé sur la gâchette. Bonnie and Clyde faisaient désormais la une des journaux, mais ils n'avaient pas le temps de lire ce qu'ils racontaient de leurs histoires. Pour eux, il s'agissait de fuir et de zigzaguer à travers le Texas. Un marathon automobile incessant et fou. Ils décidèrent pour la première fois de braquer une banque. Cependant, cela fut un échec. Leur butin ne s'élevait qu'à $80. Ils retournèrent à Dallas pour y célébrer Noël avec leur famille. Clyde réalisa qu'ils avaient besoin d'un nouveau membre pour le gang. Il pensa à un jeune homme de 16 ans qu'il connaissait d'avant. Il devait cependant d'abord prouver qu'il pouvait voler une voiture. Ce fut le test. Jones devait voler une voiture désignée, mais il ne réussit pas à la faire avancer. Le propriétaire s'en aperçut, sortit et trouva Clyde au volant avec Jones en pleurs. Clyde abattit froidement le propriétaire et s'enfuit avec la voiture. Bonnie suivit avec l'autre voiture. En 1933, son frère Buck sortit de prison et rejoignit Clyde. Il emmena avec lui sa belle et sa forte femme, Blanche. Ensuite, ils ont vécu ensemble pendant un certain temps dans un appartement. La police a trouvé l'appartement suspect et a été jeter un petit coup d'œil. Ils ont trouvé un appareil photo Kodak, des coupures de journaux de gros titres de Bonnie and Clyde et des affiches Wanted. Ils ont également trouvé le sac de Blanche et la pièce d'identité de Buck. Peu de temps après, le couple eut un accident de voiture. Bonnie, elle, a été grièvement blessée à la jambe. Clyde, lui, a dû prendre le risque d'appeler le médecin. Le médecin a fait ce qu'il pouvait, mais a quand même recommandé l'hôpital ou une infirmière à plein temps. Mais Clyde a pris soin de Bonnie lui-même. Il l'a nourrie, il lui a donné ses médicaments et l'a même portée jusqu'à la salle de bain. Submergée par la douleur, Bonnie n'arrêtait pas de demander sa mère. Clyde a pensé que ça lui ferait du bien. Peut-être, s'il appelait l'une de ses sœurs. Son arrivée a été un pas de l'avant dans la bonne direction, et Bonnie y a répondu en allant de l'avant elle-même. La voiture suivante qu'ils ont volée était par hasard celle d'un médecin. Il y avait un sac de médecin avec tout et n'importe quoi dedans, de sorte que Clyde pouvait continuer à administrer des analgésiques, etc. à Bonnie. Mais pendant ce temps, évidemment, les braquages continuaient. Un jour, ils ont de nouveau eu une confrontation avec la police. Buck a été grièvement blessé, Blanche avait les verres dans les yeux et était...
Le lendemain, la police les a retrouvés. Bonnie et Clyde se sont enfuis dans les bois, laissant Buck et Blanche derrière eux. Buck est mort 3 jours plus tard dans le lit d'hôpital et la moitié de sa tête et de son cerveau ayant disparu. Blanche, quant à elle, a écopé de 10 ans de prison et est allée en prison pour femmes, malgré sa cécité. Bonnie et Clyde, eux, en fuite, ont continué et ont volé une nouvelle voiture 2 jours plus tard. Leur coéquipier s'était perdu dans un parc de loisirs voisin et a été arrêté plus tard. Les détectives avaient découvert que la mère de Clyde fêtait son anniversaire le 21 novembre quelques jours plus tard. Ils ont pris le risque et se sont postés secrètement le 21 près de la maison de Kemi, la maman. Et ils sont effectivement venus. Mais encore une fois, Clyde les a dupés. Il a sorti son arme et s'est enfui. Le 16 janvier, ils ont libéré leur vieil ami Hamilton et son co-détenu Henry, un voleur de voiture. Un gardien n'a pas survécu à l'attaque. Le 6 février, il y eut un autre braquage de banque. Le 1er avril, un double meurtre de 2 agents de patrouille eut lieu. Plus tard en avril, ils volèrent leur dernière voiture. Volée sur l'allée d'une résidence privée, une Ford V8 sédan sable de 1934. C'était une voiture rapide, elle filait comme une fusée. Et petit aparté, Clyde était fou de cette voiture. Le 6 mai, ils virent leur famille pour la dernière fois à Dallas. Tout le monde le sentait. Les traites se resserraient de plus en plus sur eux. Et une des preuves était que Bonnie a dit à sa mère « Maintenant, maman, ne t'énerve pas. Ça arrive, tu le sais. Je le sais, maman. Quand ils nous tueront, ne dis jamais rien de méchant sur Clyde. » Puis, elle donna à sa maman un poème qu'elle avait écrit elle-même et qu'elle avait simplement intitulé « L'histoire de Bonnie et Clyde ». Vers le 22 mai, les derniers préparatifs furent faits pour rattraper Bonnie et Clyde. La police avait découvert qu'ils passaient la nuit dans la cabane de Henry, le père de Henry étant agent. Le plan était simple. La route menant là-bas était très étroite et il y avait de nombreux endroits secrets le long de la route. On devait s'y poster et attendre. Le 23 mai fut le grand jour. Des tireurs d'élite prirent place. 6 agents de police étaient dans les environs. Ted Hinton, P.M. Oakley, B.M. Gould, Bob Alcorn, Anderson Jordan et Frank Hammer. Bonnie et Clyde prirent la route vers une petite ville peu après le lever du soleil. À 9h15, la voiture couleur sable apparut. Hammer choisit de ne pas crier l'avertissement habituel, surtout pas à Bonnie et Clyde qui savaient toujours s'échapper pour la moindre chose. Hammer choisit de commander seulement un mot. Tirer. Hinton écrit plus tard dans son livre « Et quand la fusillade s'est calmée, Clyde est affalé en avant. Le derrière de sa tête est une masse de sang. Je grimpe sur le capot de la voiture et j'ouvre la portière du côté de Bonnie. Cette image restera gravée en moi à partir de cet instant. Je la vois tomber de la portière ouverte. Une belle petite jeune fille. Au total, environ 176 coups de feu ont été tirés. L'histoire de Bonnie et Clyde est une tragédie américaine, un récit de misère, de rébellion et d'amour. Leur vie brève et violente est devenue un symbole de l'époque de la Grande Dépression. Ils ont été des criminels certes, mais aussi des êtres humains, animés par des rêves et des désirs. Leur légende, évidemment, perdure encore aujourd'hui, nous rappelant les conséquences tragiques de la pauvreté, de l'injustice et de la soif de liberté.